Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le direct tous les jours à midi du lundi au vendredi de PNTV. Ça s'appelle Ligne ouverte. Au sommaire de ce numéro du mardi 31 mars 2020, Axel Kahn, médecin, ancien chercheur en génétique, ancien président d'université également, et président actuellement aussi de la Ligue nationale contre le cancer. Axel Kahn sera en direct avec nous à 12h25. À 12h10, nous serons avec Jean-Baptiste Gasting, le maire du Havre, et un peu plus tard, en fonction de l'évolution des sujets, nous aurons le témoignage de Dorothée Brimont. Bonjour Dorothée. Bonjour Sylvain. Bonjour Dorothée, vous êtes journaliste à Paris-Normandie, vous travaillez également pour PNTV. Ravi de vous revoir ici, à Paris-Normandie, sur le plateau également, parce que vous avez été touché par ce qu'on peut qualifier des symptômes du Covid-19, et vous allez tout nous raconter. Exactement, je suis également très ravie de vous revoir tous. Voilà. Et vous avez l'air en forme. Oui. Ce qui est bien. Oui, après un confinement. Voilà. On va donc partager avec Dorothée, tout à l'heure, restez bien avec nous, on va partager avec Dorothée Brimont son expérience depuis les premiers ressentis au passage par le CHU, et puis ensuite la remontée vers une forme qui s'est améliorée et qui a l'air très bonne aujourd'hui. Anthony Quindroit, toujours ici, toujours sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Dorothée. Et donc c'est parti pour cette édition du 31 mars 2019 de Ligne ouverte. Vous commentez, vous participez, vous posez vos questions et on y répond. Tout de suite, c'est traditionnel, la une de Paris-Normandie. Vous titrez, mesdames et messieurs les journalistes de la rédaction, vous titrez aujourd'hui « Comment ils vivent le confinement ». J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on note une évolution rédactionnelle. Est-ce qu'on est un peu plus orienté vers le quotidien des gens et un peu moins vers l'information pure et dure Covid-19 ? Je me trompe ou pas ? Non, je ne partage pas ce point de vue. On a toujours été orienté vers le quotidien des gens. C'est le cœur aussi de notre métier, d'aller voir les gens ou de les contacter dans la mesure du possible en ce moment par téléphone ou en visio. On continue de traiter l'actualité autour du Covid, que ce soit l'activité santé, que ce soit l'activité des entreprises. On voit d'ailleurs le contenu qui défile, qu'on peut commenter, Anthony. Oui, là justement, toute une série de portraits de Normands confinés qui nous racontent leurs 2 semaines de confinement et puis qui anticipe un peu aussi sur ce qu'ils vont faire sur les 15 prochains jours à minima, puisqu'on sait que le confinement dure encore au moins jusqu'au 15 avril. Peut-être sera-t-il prolongé, on n'en sait pas encore. On note aussi que le Covid-19 modifie les habitudes de travail. Donc Violaine Gargala a fait un grand sujet sur les personnes qui sont passées au télétravail et la façon dont ils s'organisent. On revient, vous voyez, comme je vous le disais, sur tout ce qui est autour de la santé, évidemment, puisque c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les personnes qui ont besoin de masques, avec les annonces hier de la secrétaire d'État. On revient encore sur des initiatives qui ont été menées pour apporter un peu plus de sécurité aux soignants. On parle aussi de l'économie autour du coronavirus. On a des témoignages, vous voyez, on est encore sur de l'humain, le témoignage d'un steward qui est obligé de continuer de voler aujourd'hui, sur une Normande qui est à New York en ce moment et qui est frappée par le Covid et qui explique sa pathologie et la façon dont elle le vit aux États-Unis. On retrouve aussi les actions positives, plein de petites choses pour nous donner un peu le sourire, et les fameuses attestations. Oui, les fameuses attestations qu'on retrouve toujours, tous les jours. Tous les jours, 4 attestations les plus à jour, évidemment, 4 attestations valables, pour éviter d'avoir à les recopier ou pour éviter d'avoir à les imprimer quand on n'a pas d'imprimante. Voilà, on peut les retrouver dans le journal tous les jours. 4 attestations pour vous ou pour des proches qui pourraient en avoir besoin. Voilà, elles sont en page 15. Elles sont en page 15 de l'édition de ce jour. Juste une question, Dorothée. Votre témoignage, c'est pour tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Mais juste vous demander comment vous avez vécu la situation qui évolue, la situation générale, depuis votre confinement, puisque vous avez été placé en confinement. Alors, confinement sanitaire. Comment vous avez regardé tout ça, vous, de loin, préservé du monde, puisqu'effectivement, vous ne deviez approcher personne? J'ai trouvé que c'était assez anxiogène, en fait, cette situation. Elle est clairement anxiogène et c'est compliqué quand on est un peu éloigné, surtout en tant que journaliste, on a toujours envie de participer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc il y a un peu de frustration et beaucoup de stress malgré tout, de stress pour tous les gens, pour forcément tous les médecins, tous les personnels médicaux, mais aussi pour nos collègues qui, eux, restent aussi tous les jours sur le terrain. Alors, Dorothée, encore une fois, tout à l'heure avec votre témoignage, je vous remercie
Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de parler de ça, parce que c'est pas forcément évident. On a une question qui nous vient, je me retourne vers vous deux, hein, Anthony aussi notamment. Comment réussir à boucler chaque jour l'édition d'un journal, le concevoir, l'écrire, l'imprimer, le distribuer? Les gens se demandent comment on y arrive. Eh bien, comment on y arrive? Déjà, il y a une très très forte mobilisation de tous les journalistes sur le terrain. On est vraiment tous mobilisés avec nos compétences, avec nos réseaux, avec nos envies aussi et nos sensibilités particulières. Donc voilà, il y a des journalistes qui pratiquent le télétravail, il y a des journalistes qui continuent d'aller sur le terrain. Donc ça déjà c'est primordial. Et puis je pense qu'on peut saluer tous les confrères qui sont encore là pour nous informer au plus près. On a aussi les équipes à la Roto qui continuent de travailler. On en a reparlé hier. Les porteurs qui continuent de faire un travail qui est indispensable pour pouvoir amener l'actu auprès des gens. Donc voilà, on est dans des circonstances particulières. Je pense que Dorothée, toi qui viens de reprendre le travail aujourd'hui, tu as bien constaté que sur le plateau ici au 107, c'est quasiment désert. Donc effectivement, ce sont des circonstances particulières, mais on réussit quand même à contacter les gens et à faire des sujets. Notamment avec les mesures barrières, je reviens de reportage, la caméra est désinfectée, les bonnets de micro sont désinfectés, et tout ça, tout le monde le comprend, mais il est important de maintenir ce lien même de terrain en respectant bien évidemment tous les gestes barrières et toutes les conditions sanitaires nécessaires. Alors, une internaute, Anthony, ça c'est pour vous, une internaute salue votre chemise. Elle dit, Anthony, belle chemise. Oui, il faut dire que Dorothée, parce que vous n'étiez pas là, vous revenez, il faut dire qu'effectivement, les internautes suivent très précisément l'allure des chemises d'Anthony. Il va falloir que les boutiques rouvrent rapidement parce qu'il va falloir que je renouvelle mon stock. Mais merci. Voilà, donc merci de vos réponses. On nous demande aussi, je salue Mathieu Laurent, qui est là, c'est un fidèle, parmi les fidèles de notre rendez-vous quotidien. Mathieu nous demande, il nous dit, les capacités d'accueil en réanimation doivent doubler, d'après ce qu'il dit ou ce qu'il sait. Qu'en est-il? Point d'interrogation. Les capacités d'accueil en réa ont déjà été augmentées, que ce soit dans le public comme dans le privé. L'hôpital se prépare, les CHU se préparent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à accueillir une éventuelle vague de coronavirus, mais aussi à pouvoir accueillir des patients qui viennent d'autres régions. Ça a déjà commencé, il y a quelques patients qui viennent d'autres régions qui ont été accueillis en réa. Les services de réa, aujourd'hui, ont déjà leurs capacités qui ont été largement augmentées et ils sont loin d'être saturés en Normandie. Alors, vous avez vu, bien sûr, le contenu du journal, on l'a dit, est très fortement orienté vers l'humain d'abord. Et on aimerait aussi avoir vos témoignages, on aimerait aussi partager plus encore avec vous. On partage avec vous puisque vous commentez, on restitue sur le plateau, vous questionnez, on essaie de répondre avec tous les experts qui se suivent d'une journée à l'autre. Mais on aimerait bien vous avoir aussi au téléphone, on aimerait bien aussi que vous nous envoyiez vos petites vidéos tournées à la maison de confinement. Alors regardez, on passe en bas d'écran les contacts qui sont ceux que nous vous proposons. N'hésitez pas à nous appeler au 02 35 14 57 55. En régie, on laisse le bandeau un certain temps pour que les gens puissent bien noter. Et par mail également, PNTV, Paris Normandie Télévision, PNTV@paris-du6normandie.fr. Voilà, on laisse un petit peu le bandeau. N'hésitez pas à nous contacter sur ces numéros et sur cette adresse mail. On aimerait bien avoir vos informations et puis dialoguer encore plus avec vous. On l'a dit les jours précédents, les recettes commerciales des entreprises baissent. Paris Normandie n'échappe pas à cette tendance dramatique au plan économique, disons-le. Donc, pour être très clair, les recettes publicitaires qui font vivre le journal ne sont plus là. Donc, on fait un peu appel à vous aussi. Si vous êtes plus nombreux à acheter le journal chaque jour ou à vous abonner numériquement, puisque vous pouvez, pour des tarifs qui sont très intéressants, accéder à des abonnements numériques, vraiment, faites-le. Ça nous permet de continuer à avoir un peu de ressources pour continuer à vous informer le plus longtemps possible. On passe à l'écran une information justement sur la façon de s'abonner. Vous avez en haut de la page d'accueil, en haut à droite de la page d'accueil, il y a un rectangle jaune. J'espère que ça va arriver à l'écran. Il y a un rectangle jaune, on ne voit que lui, en haut à droite de la page d'accueil. Et vous cliquez sur le rectangle jaune « Abonnez-vous » et là, vous aurez les différentes formules d'abonnement. Donc, merci à vous. Merci de votre soutien qui nous permet de continuer à travailler. L'intégration image n'arrive pas, mais c'est pas grave, on vous la remettra tout à l'heure. Alors pour l'instant, un PAD, un prêt à diffuser, un sujet vidéo, qui nous emmène à la campagne. Voilà, on y parle de confinement à la campagne. Le PAD va partir et voilà.
Au vu de ce qui se passe en ce moment, je préfère vraiment être ici, plus en campagne. Parce que déjà pour tout ce qui est transport en commun, puis même au niveau de la population, nous ici on est quand même largement moins qu'en grande ville. Et je pense que c'est plus pratique en temps de confinement parce que par exemple quand on sort de la maison, on n'est pas confronté à la ville directement. Nous on peut aller comme juste derrière au bord de l'eau, etc. Se promener. On se sent plus à l'air libre, moins confiné justement. Je viens de Paris, je fais mes études là-bas, je suis au cours Florent. Et donc j'ai préféré retourner chez mes parents en Normandie parce qu'ici c'est plus calme. Et on se sent un peu moins visé par l'épidémie. On se sent peut-être un peu plus en sécurité. Je pense aux Parisiens qui habitent dans des studios, dans des appartements sans jardin et parfois sans balcon au rez-de-chaussée. Ils ne voient même pas la lumière du jour. C'est évidemment mieux parce que déjà on a un jardin, donc on peut prendre l'air et comme il fait beau, ça fait du bien, surtout avec les enfants. Et on peut aussi faire des petites balades sans croiser personne, donc on ne prend pas de risques et puis voilà. Et puis on a de l'espace, quoi. Je veux dire, on n'habite pas dans 20 mètres carrés, quoi. Ça change tout, quoi. Moi, je serais confinée dans un appart de 20 mètres carrés avec mes 2 gosses. Je pense que ça serait plus dur. Donc on est hyper privilégiés, on est content, quoi. C'est très très suivi, hein. Personne ne sort là, cet après-midi, même pas pour faire un petit tour tout seul. J'ai croisé personne, j'ai fait un petit tour là. D'une demi-heure, j'ai croisé 2 joggers, c'est tout. Personne d'autre, personne. On a quand même de la chance d'être en campagne qu'en ville. Ceux qui sont, moi, je pense tous les jours à ceux qui vivent en appartement. C'est tout juste très très dur, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Beaucoup ici ont un jardin. Je vois au bord de l'Eure, là, tout le monde bricole dans son jardin. Ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Et on mesure la chance qu'on peut avoir. J'ai été un petit peu rapide tout à l'heure sur l'abonnement. Alors regardez, là on va tranquillement vous repasser les images pour bien vous montrer comment accéder aux formules d'abonnement. On me confirme que ça passe à l'antenne? Très bien. Voilà, donc vous avez donc, je le répète, ce petit rectangle jaune en haut à droite de la page d'accueil du site parisnormandie.fr. Et donc c'est là qu'il faut cliquer pour ensuite arriver aux différentes formules d'abonnement. Vous verrez, vous vous laissez guider et c'est très clair. Donc encore une fois, merci à vous, chers internautes, chers futurs abonnés, de contribuer à ce qu'on travaille tous ensemble pour faire et partager cette information régionale. Nous avons Jean-Baptiste Gastine, le maire du Havre, qui est en ligne. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre, comme traditionnellement. Chaque jour, nous avons un maire, alors grande ville, moyenne ville, ville rurale. Demain, ça sera une ville très rurale que nous aurons. Une petite commune. Petite commune. On ne va pas en dire plus. Voilà, on ne va pas en dire plus. Merci à vous d'être avec nous. Comment vous vivez, monsieur le maire, à titre personnel? Première question. Je m'adresse plutôt à l'homme, là. Comment vous vivez ce mandat que vous poursuivez actuellement en cette situation difficile? C'est très particulier, évidemment. Là, toutes les habitudes sont changées. Moi, je suis en télétravail, comme beaucoup de Français. C'est-à-dire que je partage mon temps entre la mairie, où je me rends chaque matin pour présider la cellule de crise qui a été mise en place immédiatement après la décision de se confiner. Et puis, je suis aussi chez moi avec mon ordinateur, avec mes tablettes, avec surtout mon téléphone, pour continuer à travailler depuis chez moi le reste de la journée. Dans les faits, la cellule de crise, à quoi sert-elle? Elle sert à quelque chose de très simple, c'est assurer la continuité des services publics essentiels. C'est-à-dire d'abord les définir, les choisir, et ça a été fait immédiatement. Qu'est-ce qui est essentiel à la population, qu'est-ce qui est essentiel dans cette période particulière, et puis s'assurer qu'on a les ressources humaines et les moyens ensuite pour répondre à ces besoins essentiels. Et parce que c'est des besoins en personnel, et ça commence d'abord par les besoins en personnel, et donc c'est une gestion des ressources humaines de la ville du Havre. Donc les services essentiels, quels sont-ils? Quels sont les services qui restent en activité pendant ce confinement? Alors vous avez les services de propreté urbaine, vous avez la police municipale, vous avez la brigade urbaine de proximité et de prévention, parce qu'on a fermé les jardins publics, c'est elle qui surveille les jardins publics, les squares par exemple. Vous avez les services de communication interne auprès des agents de la ville, communication externe,
Et puis il faut que la paye, voilà, service de paye des agents. Tous les agents de la ville du Havre ont été payés à la fin du mois de mars. Voilà quelques-uns des services essentiels qui ont été maintenus dans le plan de continuité de l'activité. La ville du Havre est aussi une ville portuaire. Le port enfin, c'est compliqué aujourd'hui l'activité. Comment ça se passe et quel est votre regard sur la suite une fois que le confinement sera levé? Est-ce qu'il y aura des choses qui seront mises en place pour soutenir l'activité? Alors d'abord, la situation actuelle, c'est que le port, il tourne et il tourne bien. Et c'est pas si évident, vous avez raison de le dire, parce que le fonctionnement d'un port, c'est toute une chaîne d'acteurs maritimes, portuaires, logistiques. Et il suffit qu'il y ait un de ces acteurs qui soit grippé ou qui soit malade. Prenez le remorquage. Voilà, si vous avez trop d'agents malades au remorquage, il y a un risque de rupture de la chaîne maritime et portuaire. Et je viens d'avoir une conversation avec le directeur du port. Aujourd'hui, toute la chaîne maritime, portuaire et logistique, elle tient et le port, il tourne. Alors, il ne tourne pas en pleine capacité parce qu'on a des contacts et des relations commerciales très importantes avec la Chine. Et la Chine a été à l'arrêt, elle est en train de redémarrer. L'activité, évidemment, portuaire s'en est trouvée affectée. Mais enfin, le port du Havre tourne. Et effectivement, vous avez raison, il s'agit aussi de prévoir l'avenir, de préparer la reprise économique. Et pour le Havre, l'économie, ça passe beaucoup par le port et les activités dépendantes du port. Monsieur le maire, on a une tradition dans ce rendez-vous en direct tout le midi, c'est de toujours restituer les commentaires et les questions des internautes le plus rapidement après qu'ils nous les aient posés. Donc ça me fait vous couper un petit peu et je vous prie de m'en excuser. On reprend le fil de notre discussion juste après. On nous demande, et d'ailleurs ça concerne le maire que vous êtes, qu'en est-il des marchés au Havre ? Alors les marchés au Havre ont été fermés à la suite de la décision du Premier ministre de les fermer partout en France. J'ai obtenu 2 dérogations pour des marchés qui sont assez particuliers au Havre, qui sont le marché aux poissons et les halles centrales. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des marchés ambulants, ce n'est pas des marchands ambulants. On a des hallettes qui sont louées toute l'année et ces marchés sont occupés en permanence par les mêmes acteurs, les mêmes commerçants, les mêmes marins-pêcheurs. Et c'est le seul lieu de distribution des produits de la mer des marins-pêcheurs. Et donc, il y a le marché aux poissons qui continue à fonctionner tous les matins et les halles centrales qui continuent à fonctionner matin et après-midi. Question d'internaute également, monsieur le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastine. Les employés des services municipaux, des services qui sont fermés, sont-ils redispatchés dans d'autres services ? Alors, c'est un des objets de la cellule de crise. C'est si jamais on manquait de personnel pour assurer une des missions essentielles dans cette situation de crise, eh bien, en effet, on peut faire basculer des employés municipaux d'un service vers un autre pour garantir que ces missions essentielles sont bien exercées. Dorothée ? Jean-Baptiste Gastine, lors de la campagne des municipales, une des problématiques était la désertification médicale du Havre. Est-ce que cette crise va changer quelque chose ? Alors, elle ne change pas à la situation que vous avez décrite. C'est-à-dire que nous avons, en effet, au Havre et depuis longtemps, un problème d'accès aux soins, soit pour des médecins généralistes, pour accéder à un médecin généraliste, soit pour accéder à des spécialistes. On a beaucoup fait, mais cette situation, elle demeure. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens ont réagi dans cette situation de crise et que, vous voyez, par exemple, les urgences qui étaient saturées, eh bien, les gens sélectionnent beaucoup mieux leurs pratiques et les urgences qui étaient saturées parfois par ce que les médecins appellent de la bobologie, autrement dit qui ne relevaient pas des urgences, on voit que les gens sont en train de se prendre en main, de s'organiser, de tenir compte de cette situation particulière. C'est pareil pour les médecins généralistes. Parfois, ils ont aujourd'hui moins de patients que d'habitude parce que les gens ont compris que c'était une situation particulière et qu'il ne fallait pas engorger les services médicaux par des choses qui peuvent être traitées autrement ou qui peuvent attendre. Et c'est vrai aussi dans beaucoup d'établissements hospitaliers où les opérations qui ne sont pas considérées comme urgentes ont été décalées dans le temps et reportées à plus tard. Donc vous pouvez nous assurer que cette désertification médicale aujourd'hui ne coûte pas aux habitants du Havre ? Alors, elle ne coûte pas aux habitants du Havre parce que les médecins au Havre sont très bien organisés pour organiser des services d'urgence et traiter tous les patients quand le besoin s'en fait sentir. Donc, ce qui est compliqué, c'est le suivi régulier, c'est suivre les procédures, permettre à chacun d'avoir un médecin référent. Ça, c'est vrai qu'on n'y arrive pas en temps normal, pas suffisamment, et que c'est un sujet important. Mais en tout cas, pour traiter là l'épidémie et les malades de l'épidémie,
Tout le monde s'organise, aussi bien la médecine de ville, la médecine libérale, les infirmiers libéraux que je salue, que les établissements publics ou privés de santé. Monsieur le maire, question d'internaute. L'hôpital Monod au Havre, il semblait qu'il était plus encombré que celui de Rouen. Je reprends la question de l'internaute. Qu'en est-il ? C'est très simple. Là aussi, je fais un point quotidien avec le directeur de l'hôpital Jacques Monod. Et aujourd'hui, à l'hôpital Jacques Monod, il y a 67 patients hospitalisés, plus 22 qui sont en service de réanimation. Et la situation progresse, mais elle progresse lentement. Depuis plus d'une semaine maintenant, c'est même quasiment une stabilité que nous avons observée ce week-end et en ce début de semaine. Alors je ne connais pas la situation à Rouen, donc je ne peux pas vous dire si c'est plus ou moins qu'à Rouen, mais en tout cas voilà la situation au Havre. J'ai encore une réaction, monsieur le maire. J'en profite, on vous a en ligne, savoir comment vous réagissez par rapport à cette remarque d'internaute. Cette personne a été contrôlée par la police, là, tout récemment, et la personne nous dit les fonctionnaires de police n'avaient ni masque ni gants et ils pratiquaient un face-à-face vraiment très proche avec les personnes interrogées. On nous dit, est-ce qu'il ne faudrait pas respecter les consignes avant de verbaliser ? Surtout qu'au Havre, il me semble que certains policiers ont été touchés par le coronavirus. Alors, monsieur le maire, pour être très précis, l'internaute ne me dit pas que c'était au Havre. Ah bon ? Alors, ce que je sais, c'est que la priorité, et tout le monde le comprend, ça a été évidemment de fournir en équipement de protection, en masque en particulier, en gants aussi, les personnels de santé. Vous savez que ça a été un peu tendu pour certains personnels soignants, et la priorité au Havre, comme partout ailleurs, ça a été d'abord d'équiper les personnels soignants en dispositifs de protection. S'agissant de la police, moi je sais en tout cas que la police municipale, qui relève de ma compétence, de maire du Havre, elle est équipée en masques de première protection, c'est-à-dire simplement essentiellement contre les projections, parce qu'elle participe au respect du confinement, à faire respecter le confinement, et que donc en effet elle est à proximité d'administrer du Havre et elle fait des contrôles et ça l'oblige à se rapprocher des gens. Une chose pour compléter ce que vient de dire le maire du Havre, la question des masques pour les forces de l'ordre, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas du personnel soignant, elle est prise en compte en ce moment par le gouvernement. Il y a plusieurs appels à des entreprises qui ont été réalisés afin de créer des masques qui ne sont pas des masques médicaux, j'insiste. Et on reviendra dessus d'ailleurs dans l'édition de demain, puisqu'il y a une entreprise normande qui a été sélectionnée pour réaliser des masques, pour confectionner des masques. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous demander, je vous en remercie d'avance, de me faire des réponses assez courtes aux questions qui vont venir, parce qu'effectivement, nous devons respecter les timings d'appel des invités prochains. Je vous en remercie. On nous pose la question de savoir si au Havre, il faudrait craindre une augmentation des taxes ville ou agglo à l'issue de la crise pour pallier certaines peut-être dépenses supplémentaires qui auraient été faites et qui n'étaient pas prévues dans le budget. Non, vous savez qu'au Havre, on s'est engagé toujours et depuis très longtemps à ne pas augmenter les impôts. Et donc, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci beaucoup de la brièveté de votre réponse, ça nous aide. Question également, y a-t-il au Havre des mesures prévues pour aider les commerçants à poursuivre leurs activités ? Alors, on a déjà suspendu tout prélèvement de droits de terrasse, de droits d'occupation du domaine public et de taxes pour les enseignes lumineuses. C'est des décisions qu'on a prises immédiatement. Anthony ? Une question pour les personnes en situation précaire, les SDF par exemple. Qu'en est-il au Havre ? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises pour leur venir en aide ? Oui, absolument. Et aujourd'hui même, nous ouvrons 4 lieux de distribution de l'aide alimentaire avec des agents de la ville du Havre, avec le Centre communal d'action sociale et en relation avec les associations caritatives. Et en termes de logement, enfin d'endroits où ils pourraient se mettre à l'abri, est-ce qu'il y a des choses spécifiques ? Pour les SDF, il y a une trentaine de sans domicile fixe qui sont hébergés dans les locaux du CROUS, du CRJS, un internat d'excellence qui évidemment avait des locaux disponibles. Monsieur le maire, un internaute, alors là on arrive dans l'humain pur et dur, et tant mieux, un internaute nous demande, c'est plutôt sympa comme question je trouve, qu'avez-vous à dire, vous le maire du Havre, à Dorothée Brimont, qui est journaliste à Paris-Normandie, vous n'étiez peut-être pas là au moment où on a lancé l'émission, qui a eu à se battre un peu contre les symptômes du Covid-19, alors qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord beaucoup de compassion parce que les témoignages que j'ai me font penser que la maladie, quand on en est atteint, elle fatigue énormément, elle peut fatiguer énormément. Et donc moi, c'est les informations que j'ai. On en sort épuisé, ça peut être 3 à 4 jours
de fatigue extrêmement intense. Et donc beaucoup de compassion et des vœux de bon rétablissement. Dorothée, vous avez la compassion du maire de Havre et ses vœux de rétablissement. Merci beaucoup, c'est très sympa, monsieur le maire. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs que Dorothée Brimont, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, va témoigner très précisément de tout ce qu'elle a vécu. Jean-Baptiste Gastine, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. On vous dit peut-être à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. Oui, sans anticiper le témoignage que vous allez nous faire tout à l'heure, Dorothée, le maire disait très grande fatigue, vous confirmez ? Oui, le confinement, pour raison médicale, heureusement qu'il est là, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Alors tout à l'heure, un internaute, je ne l'ai pas oublié, j'ai noté, un internaute nous demandait, est-ce que Dorothée est toujours contagieuse ? Non. Normalement, non. J'ai respecté bien au-delà des 14 jours de confinement, vu que je suis restée confinée 17 ou 18 jours. Alors évidemment, vous qui nous regardez, vous ne mesurez pas bien la distance qu'il y a sur le plateau, mais bon, avec Anthony, on est quand même assez loin de Dorothée. Et alors, Dorothée, vous ne parlez pas fort, pour ne pas nous envoyer ces petites particules qu'on redoute tous. Voilà, Axel Kahn, on est très très heureux d'avoir Axel Kahn, ça va être dans quelques minutes. Généticien, professeur d'université, chercheur, et puis président de la Ligue nationale contre le cancer. On est très en attente de ce qu'il a à nous dire. Juste avant, en images, on voit comment ça se passe chez les maraîchers qui ont besoin de main-d'œuvre. Vous le savez, on en parle beaucoup en ce moment. Donc voilà la planteuse. Donc en fait, le boulot est simple. Cette machine-là, elle va être attelée sur le tracteur orange qui est là-bas. Vous êtes 3 là, on va vous mettre des sièges avec des plexis pour que vous soyez séparés. La semaine prochaine arrivent les plantations, que ce soit en plein champ pour le céleri rave ou sous serre pour les tomates d'abord, puis les concombres, les aubergines, les poivrons. Et là, il faut pouvoir trouver du monde, et sachant que les filières habituelles ne sont pas là. On travaillait auparavant principalement avec des locaux habitués. Et également des saisonniers polonais, mais depuis quelques temps, je ne les vois plus du tout. Les gens sont chez eux et on ne les voit pas, on n'a pas de demande spontanée, hormis depuis hier. Le ministre de l'Agriculture a fait un appel pour que les Français qui étaient disponibles suite à des mesures de chômage partiel par exemple puissent venir travailler dans les exploitations. Ça a été repris un petit peu dans la presse locale notamment, et plusieurs personnes ont eu l'occasion de m'appeler. J'ai des profils très variés, une serveuse en restauration, un chauffeur-livreur, un pâtissier. J'y vais plutôt confiant parce que je sais que les gens qui se déplacent pour travailler, qui pourraient rester chez eux avec un chômage partiel, c'est des gens vraiment volontaires qui veulent travailler. Je pense que l'apprentissage se fera vite et bien. L'entreprise où je suis actuellement a fermé, donc moi je ne pouvais pas rester tout seul à rien faire chez moi. Donc dès lors que j'ai vu l'article dans le journal, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec le patron. Ça change, c'est sûr, ça change d'être sur la route, ça permet d'être à l'extérieur. On a la chance d'avoir le beau temps. Un boulanger peut venir, moi un chauffeur-livreur, bon, même si j'étais dans le domaine, voilà, je suis venu quand même. Après, voilà, tout le monde est sympa, tout le monde explique, ils savent très bien que voilà, ils recherchent du monde, donc ils ne vont pas non plus critiquer à longueur de journée parce qu'il fait mal les choses ou des choses comme ça. Là aujourd'hui ils ont besoin de main d'œuvre, donc c'est un plus pour eux. C'est bien d'aider une entreprise qui a besoin justement de personnel, donc c'est arrangeant des deux côtés. Voilà, on ira régulièrement, chaque jour, du lundi au vendredi, sur les différentes parties de nos territoires, urbains, ruraux, pour vous amener aussi des images. Ça complète effectivement tout ce que nous nous disons en plateau et les échanges que nous avons avec nos invités. En l'occurrence, notre nouvel invité, c'est Axel Kahn. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Axel Kahn, grand merci de dégager du temps pour échanger avec les internautes et tous ceux qui suivent l'information régionale avec Paris-Normandie. Je reprécise que vous êtes médecin, vous êtes ancien chercheur généticien, vous avez été président d'université également et vous êtes actuellement le président national de la Ligue contre le cancer. Je voudrais vous poser une première question en prenant un tweet que vous avez émis le 30 mars, c'était donc hier. Vous commencez en disant « Un jour ». Attendez, mon truc, il est parti. Un jour, voilà, je l'ai retrouvé. Un jour, le virus reculera, les gens sortiront, leur joie rayonnera. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aujourd'hui, à la date du 31 mars, très optimiste sur ce qui peut se passer à l'avenir ? Vous savez, évidemment que cette épidémie régressera. Par ailleurs, l'on connaît ses spécificités. Elle laissera des séquelles, en particulier économiques. Elle posera des questions quant à l'organisation du monde, mais elle n'est pas en tant que telle une menace contre l'humanité. Ça n'est pas la peste noire
qui a pu tuer jusqu'à 40% de la population. On sait que parmi les gens infectés, et donc si la majorité des gens sont infectés, la mortalité globale sera inférieure à 2%. Donc, comme cela se passe pour toutes les épidémies, qu'elles soient moins graves ou plus graves que celle-ci, elle régressera, on en sortira, et en effet, au moins dans un premier temps, on sera totalement enthousiaste de pouvoir cheminer librement dans la campagne, voir les fleurs du printemps ou du début de l'été, suivant le moment où se termine le confinement, et on respirera à plein poumon. Alors, c'est une certitude. Pour être très précis, la suite de votre tweet concernait les personnes qui sont victimes du cancer. Et si vous le voulez bien, pour l'instant, on commence par le Covid-19. Et puis, à la fin de nos échanges, on parlera évidemment de toutes ces personnes, à peu près 4 millions, qui se battent chaque jour contre la maladie. Mais avant, une question d'Anthony Quindroy. Bonjour, merci d'être avec nous sur Lignes Ouvertes. Une question tout de même, puisque là, vous étiez très positif, et c'est vrai que ça fait du bien, mais on est face à des cas où aujourd'hui, on s'inquiète énormément pour les personnes âgées, fragiles. Vous avez notamment signé une tribune aujourd'hui dans le journal Le Monde, si ma mémoire est bonne, concernant ces risques. Qu'en est-il exactement? Vous craignez qu'on en vienne à faire des choix à l'hôpital pour soigner telle ou telle personne en fonction de l'âge? Alors, 2 éléments de réponse à votre question. Premièrement, cela n'est pas que je crains, c'est une certitude que si cette épidémie n'est pas une menace pour l'humanité, elle préserve presque totalement les enfants et elle préserve pour l'essentiel les adultes actifs. Elle frappe surtout les personnes qui ont des maladies, des facteurs de risque, des fragilités, dont le cancer, nous en reparlerons, et les personnes les plus âgées, après 70 ans, on va dire. Je suis dans les personnes à risque, je suis en pleine forme, mais je suis dans les personnes à risque. Cela étant dit, même si moi-même je vais très bien, je suis plus le passé que l'avenir de l'humanité. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'humanité n'était pas vraiment en danger. Il n'empêche que je n'arrive pas du tout à me résoudre à ce qu'on n'essaye pas de préserver autant qu'il est possible les personnes âgées. Ceux qui sont même mes aînés, je vais vous faire une confidence, j'ai 75 ans. Je pète le feu, mais j'ai 75 ans. Mais il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont éventuellement même dépendantes, donc dans les EHPAD, et dont on sait qu'elles sont véritablement une cible tout à fait privilégiée de la maladie et de ses formes les plus graves pour 2 raisons. D'une part parce qu'ils sont âgés et donc leurs résistances sont diminuées et d'autre part parce qu'ils sont réunis en quelque sorte dans les EHPAD. Alors quand vous dites est-ce qu'on ne va pas les soigner, ce n'est pas exactement cela. Il faut que tous les internautes qui nous suivent soient bien conscients de la situation. Aujourd'hui, dans les formes les plus sévères de la maladie, on manque d'oxygène. Jamais on ne privera une personne âgée qui manque d'oxygène qu'on lui apportera avec un tuyau qu'on lui mettra dans le nez. Maintenant, dans les formes très graves, apporter de l'oxygène comme cela par un tube dans les narines ne suffit pas. Et il faut absolument, pour maintenir les personnes en vie, les mettre sous un respirateur artificiel. Et alors là, cette réanimation dure très longtemps. Elle est très lourde. Elle dure en moyenne une quinzaine de jours et souvent sous ce que l'on appelle un coma artificiel. Une personne de 85 ans en mauvaise santé ne sera pas capable de supporter une telle réanimation. Et donc, ne pas lui faire subir cette réanimation, ce n'est pas l'abandonner, c'est simplement éviter un acharnement déraisonnable. Donc, voyez, quelle est la situation? Elle est vraiment celle-là. Axel Kahn, une question alors très 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 basique. Alors là, c'est au médecin que je m'adresse. Un internaute nous pose la question suivante. L'ibuprofène est-il vraiment déconseillé aux personnes touchées? Oui, les stéroïdes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à déconseiller. On peut le comprendre, un anti-inflammatoire va lutter contre l'inflammation qui parfois est exagérée, mais qui est aussi un moyen de lutte contre les infections virales. L'inflammation
est une réaction normale aux infections parce que cela mobilise des moyens qui contribuent à la lutte contre les infections, même si parfois, évidemment, cette réponse dépasse son but et devient un danger par elle-même. Et donc, d'après pas mal d'observations, il semble bien que les anti-inflammatoires non stéroïdiens seraient un facteur aggravant. Alors, pour les personnes qui sont traitées pour rhumatisme chronique par ces produits, il ne s'agit pas de les arrêter d'un seul coup, évidemment. Il faut poursuivre les traitements. Mais en revanche, surtout ne pas en prendre parce qu'on a un peu de fièvre ou bien qu'on a des douleurs et qu'on veut aller mieux. Ce serait prendre un risque important. D'ailleurs, toutes les automédications comportent un risque important, à part le Doliprane, à part le paracétamol. Ça, vous pouvez en prendre lorsque vous avez de la fièvre, des douleurs, 500 mg, 1 gramme que vous pouvez répéter éventuellement 2 fois par jour, pas plus. Dorothée ? Axel Kahn, vous qui êtes chercheur, un ancien chercheur en génétique, comment vous voyez un peu cette pression populaire qu'ont les chercheurs, notamment sur des essais comme la chloroquine ou d'autres médicaments? On a l'impression que ce n'est plus le monde scientifique qui s'empare, mais c'est la pression populaire qui fait avancer le monde scientifique. On a déjà connu cela, vous savez. Je me rappelle lorsqu'il n'y avait pas de traitement d'efficacité avérée contre le sida, il y a eu, par moments, de grands emballements pour des nouvelles méthodes. En France, on se rappelle l'emballement pour la cyclosporine. Un résultat, et même une ministre de la Santé est venue à la radio, à la télévision, pour indiquer que la cyclosporine pouvait être un moyen remarquable de lutte contre le sida. Ça s'est avéré totalement faux. Et comme, quand même, cette maladie, comme beaucoup de maladies virales, pas toutes aujourd'hui, quand j'étais jeune médecin, il n'y avait aucun traitement contre les maladies virales. Aujourd'hui, heureusement, grâce à la biologie moléculaire, beaucoup de médicaments se sont développés, ont été développés. Il n'empêche que contre les coronavirus en général, et celui-là en particulier, COVID-2, COVID-19, il n'y a pas de traitement avéré, et donc tout espoir est considéré comme totalement salvateur. Donc la pression populaire, ce n'est pas la première fois qu'on l'observe, je dois dire, et malheureusement, dans ce monde avec cette force incroyable des réseaux sociaux, c'est quelque part inévitable. D'ailleurs qu'un médecin en son âme et conscience, en prenant toutes les précautions, car l'association qui est proposée, qui est celle d'hydrochloroquine, de plaquenil, exactement, plus de l'azithromycine. Cette association comporte un danger pour le cœur. Et donc, il faut que les médecins qui le prescrivent fassent un électrocardiogramme et surveillent vraiment le cœur. Il y a eu sans doute déjà une dizaine de morts par complications cardiaques liées à cette automédication. Mais que des médecins le prescrivent, c'est leur problème. Maintenant, pour moi, si vous me demandez, est-ce que vous pensez, professeur Kahn, que c'est un traitement dont il a été démontré qu'il fonctionnait? Non, aujourd'hui, les résultats qui ont été publiés en Chine et même par l'équipe de Marseille n'apportent pas la preuve que ce traitement fonctionne. J'espère que cette preuve sera apportée dans les semaines qui viennent. Axel Kahn, est-ce qu'il y a d'autres pistes actuellement? Est-ce que vous pourriez brièvement les détailler, si tel est le cas? Oui, il y a plusieurs médicaments antiviraux qui sont actifs contre des virus dont le génome est de la même nature que le génome du Covid-19, c'est-à-dire de l'ARN, pas de l'ADN comme le génome de nos cellules, mais de l'ARN. Et notamment un médicament contre l'Ebola, quelques médicaments qui agissent également contre le sida, ce sont des virus qui est dû à des virus à ARN. Eh bien, on est en train de tester ces produits parallèlement au test du plaquenil, de l'hydrochloroquine. Donc on verra bien, comme ces tests sont faits très 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 vite, vraiment dans un couple ou bien 3 semaines au maximum, on devrait déjà avoir des indications. Disons que s'il y a un effet qui est net, qui est spectaculaire et net, ça on le saura. Si c'est un effet qui demande à être confirmé, qui est très léger, il faudra plus longtemps.
Axel Kahn, là, des réactions des internautes. Alors, il y a une personne qui nous dit, alors je ne sais pas de quel CHU elle parle. Apparemment, elle travaille dans un CHU, c'est en région, mais lequel? Il y en a plusieurs. Elle dit actuellement, tout patient est pris en charge, quels que soient ses antécédents ou quelle que soit l'affection pathologique qui le concerne. Peut-être qu'elle, ou de son âge, peut-être qu'elle nous précisera de quel CHU il s'agit. On nous pose la question de savoir pourquoi la contamination arrive toujours et encore dans les EHPAD alors que le confinement a débuté le 14 mars. Vous pouvez peut-être faire une réponse très brève là, sur ce point? Alors écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Il est clair que s'il y a des infections qui se passent, c'est qu'il y a une contamination qui vient de l'extérieur. Mais je vous ferai remarquer quand même que si vraiment le confinement très strict a commencé le 14 mars, on n'est que le 31 mars. C'est-à-dire qu'au départ, le confinement n'a pas été total, complet. Et il y a de toute façon, même s'il y a confinement, il y a de toute façon du personnel. Le personnel, il ne dort pas dans l'EHPAD. Le personnel, il est à l'extérieur et au départ, le confinement n'était pas complet. Et donc, il peut y avoir, et évidemment, sans aucun élément de volontaire et même en prenant toutes les précautions, il peut y avoir des membres du personnel qui ont fait rentrer. Dans certains EHPAD, les directeurs ont eu un peu de difficulté à priver les personnes âgées de toute visite de leur famille. Axel Kahn, juste avant de passer... Oui, juste avant de passer la parole à Anthony Quindroy, je vous attribue, puisqu'on les reçoit, les remerciements de nombre d'internautes qui sont heureux et qui sont très à l'écoute des propos que vous nous tenez. Donc merci à eux, Anthony. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Axel Kahn. Il y a pas mal de travailleurs en EHPAD qui ont décidé de se confiner avec les résidents de manière à éviter la propagation du virus. Voilà, ça c'est radical, mais vous comprenez bien que pour un employeur, patron d'un EHPAD, on ne peut pas imposer au personnel cela. Oui, non, mais c'est très courageux de leur part. Une question qui nous est posée, qu'on peut tous se poser, quels sont les risques à l'avenir de voir arriver ce type de virus? Alors, il y a deux questions là encore, excusez-moi. La première, c'est ce virus, et la deuxième, c'est ce type de virus. Oui. Alors, ce virus, il pourrait en effet, je vous ai dit, on va en sortir, hein. On aura des vacances d'été, et on aura des vacances d'été non confinées. Mesdames et messieurs, je vous le promets, vous pourrez vous tremper dans la mer, vous pourrez aller vous baigner, vous pourrez flâner au bord des rivières. Ça fait du bien, j'ai envie de dire youpi, hein, excusez-moi, mais ça part comme ça. C'est absolument certain. Maintenant, parce que c'est confiné et que ça aide évidemment à limiter l'infection, ça veut dire sans doute que nous ne serons pas tous immunisés contre la maladie. Et donc, en particulier l'automne et l'hiver prochain, il n'est pas totalement impossible que la maladie revienne. Et puis, il y a un danger qui est important, vraiment un danger qui est important, c'est que la diffusion de la maladie n'est pas synchrone sur tous les continents. Et en particulier, la maladie est très en retard sur le continent africain par rapport à ce qu'elle est en Europe. Et donc, alors que l'Europe sera sortie de l'épidémie, l'Afrique, possiblement, sera encore au cœur de l'épidémie. Et donc, les risques que connaît la Chine à l'heure actuelle de réinfection par des gens de l'extérieur, ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire très attention. Dorothée. À l'instar de la grippe saisonnière qui change tous les ans, est-ce qu'on peut redouter une mutation du virus du Covid-19 ? Alors ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, un élément de réponse à la deuxième question que j'avais soulevée, un autre virus de ce type-là. Donc, j'évacue cette question très rapidement. Oui, l'humanité ne sera jamais à l'abri de l'émergence d'un virus redoutable. Jamais. Là, c'est une épidémie centenale. Ça fait un siècle qu'on n'a pas connu d'épidémie aussi redoutable depuis la grippe espagnole de 1918, 1919, 1920, en réalité. Et vous voyez, cette grippe espagnole, elle s'est étalée sur plus d'un an en réalité. Pendant 1 an et demi, il y a eu des épisodes de grippe espagnole. Donc ça c'est important, ça doit nous montrer un tout petit peu ce à quoi il faut faire très très attention. Donc ces épidémies peuvent venir avec un autre virus ou bien effectivement un nouveau coronavirus. Et c'est vrai, la caractéristique du cycle du virus fait que des mutations sont inéluctables. À mesure que ce virus infeste
nouvelles espèces animales. Normalement, l'espèce dans laquelle il se situe, il est bien, il réside, ce sont les chauves-souris. Mais des chauves-souris, il passe à différents animaux. C'était la civette en 2003, ça a été le chameau pour le maire, c'était toujours le chameau en Extrême-Orient, en Moyen-Orient, pas en Extrême-Orient, avec au une version. Moyen-Orient, et c'est le pangolin par exemple, par conséquent, pour ce qui est du Covid-19, eh ben, quand il sera dans le cochon, ou bien je ne sais pas, ou dans la belette, peut-être qu'il pourra réapparaître avec d'autres caractéristiques. C'est tout à fait possible. On termine, Axel Kahn, pour vous laisser reprendre vos activités, mais en évoquant un point important qu'on ne pouvait pas passer sous silence en dialoguant avec vous. On est malade, t'as du cancer quand même. Oui, ben voilà, c'est ça. Et donc, je voudrais juste, avant effectivement qu'on pense à toutes ces personnes qui se battent jour après le cancer, je voudrais juste dire et le remercier, c'est Yvon Graïc, qui est le président de la Ligue départementale contre le cancer 76 en Seine-Maritime. C'est un président formidable. Voilà, c'est merci, parce que pourquoi je le remercie? Parce que c'est grâce à Yvon Graïc bien qu'on a pu effectivement vous contacter et que vous avez pu dire oui pour partager ces moments importants avec nous. Alors, 4 millions de personnes ont un traitement contre le cancer, 1,4 million... Ils n'ont million... pas tous un traitement, mais il y a 4 millions de personnes qui vivent ayant eu un cancer ou traité pour le cancer. 1,4 million personnes qui vont à l'hôpital pour se faire traiter. Enfin, on arrête les chiffres. Vous nous dites, on n'en parle pas assez, on ne pense pas assez à eux. Ils ont quelquefois l'impression d'être un peu laissés de côté. Oui, c'est vrai. Lorsque l'on a parlé un peu des personnes fragiles, on a parlé beaucoup des personnes dans les EHPAD. Il y en a 700 000. On a parlé des personnes ayant une insuffisance respiratoire, etc., etc. Je fais remarquer que les personnes atteintes de cancer, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire à la télévision, sont victimes de la triple peine. C'est-à-dire, elles sont inquiètes comme vous et moi parce que cette épidémie, c'est une épidémie évidemment inquiétante, redoutable, notamment pour les gens qui atteignent nos âges, à Yvon Graïc et à moi. Deuxièmement, si nous avions un cancer, nous saurions que nous sommes plus fragiles à cette maladie. Et troisièmement, si nous avions un cancer, nous serions extrêmement désireux, anxieux, que le traitement de notre cancer ne connaisse aucun retard, qu'on ne perde pas de chance d'être guéri de notre cancer. Or, aujourd'hui, il y a des priorités. Et la priorité, ce n'est pas forcément, évidemment, de faire une chimiothérapie qui n'est pas sans risque pendant l'épidémie du Covid. Et juste une petite... Ces personnes sont très en difficulté. Et je disais, je termine par cela, lorsque nous, on sera au bord de la rivière à pêcher ou bien à regarder les pissenlits ou les libellules, eh bien, il y a encore 4 millions de personnes qui, elles, vivront encore avec cette épée de Damoclès. On a un cancer et pourtant il faut que l'on vive. Et donc, n'oublions pas, c'est 4 millions de personnes concernées comme nous et beaucoup plus encore concernées que chacun d'entre nous. Juste une question très, très simple. Est-ce qu'on risque une pénurie ou est-ce qu'il y a un signe d'inquiétude sur les produits de chimiothérapie aujourd'hui? La réponse est oui, naturellement. Il y avait déjà des pénuries, pratiquement 1 millier de produits en pénurie. Et pour ce qui concerne la cancérologie, pratiquement une trentaine de médicaments contre les cancers, mais des médicaments pas chers du tout, qui sont tous fabriqués pratiquement, ou au moins à 80%, soit en Chine, soit en Inde, et évidemment dont les chaînes de production ont été arrêtées. Et donc il va y avoir une aggravation forte des pénuries de médicaments anticancéreux, en particulier dans cette catégorie-là, qui sont des médicaments extrêmement utiles, extrêmement efficaces, mais comme ils ne coûtent pas cher, leur fabrication a été délocalisée dans des centres de fabrication à faible coût. Est-ce qu'on peut rapatrier ça en France? Est-ce qu'on a la possibilité de relancer la production? Parmi les nombreuses modifications du monde après la pandémie, il y aura cela. Il est certain qu'il faudra considérer que la synthèse de certaines molécules médicamenteuses doit être considérée comme un élément stratégique. Et évidemment, quand on a affaire à un bien stratégique, alors on garde la maîtrise sur l'accessibilité, l'accession à ce bien, et ce sera le cas de certaines molécules de base de médicaments considérées comme essentielles. Bien, merci beaucoup. Axel Kahn, je voudrais vous dire que, bien sûr, vous êtes écouté par de nombreux internautes qui nous suivent, mais vous avez notamment été écouté par Chantal depuis l'Argentine. Vous voyez ?
Eh bien, Chantal, je la salue en Argentine. Voilà, Chantal, monsieur si elle peut le... nous envoyer un peu de dulce de leche, je suis preneur. Monsieur le médecin, monsieur le professeur, monsieur l'ancien président d'université, monsieur l'humaniste, monsieur l'essayiste, enfin voilà, les titres ne manquent pas, Axel Kahn, pour vous décrire. On voudrait vraiment vous remercier d'avoir passé tout ce moment avec nous et puis de nous avoir éclairés, mais aussi de nous avoir parlé avec une certaine forme de sérénité et puis de ne pas avoir évacué aussi les perspectives positives que vous aimez à souligner. Eh bien, je remercie tout le monde et vous savez combien j'aime aussi la Normandie. Eh ben, c'est parfait. Et merci pour votre optimisme. À bientôt, merci beaucoup. Voilà, je vous l'avais promis. Parce que on est tous en attente d'informations qui viennent de la part des personnes qui ont vécu cela. Je crois qu'on peut dire, Anthony et Dorothée, qu'il y a deux types de personnes aujourd'hui. Il y a celles qui ont été touchées par le virus, puis il y a celles qui ne l'ont pas été. Alors, vous... touchées par le virus, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas, justement. Alors, on va essayer d'être assez synthétique. Vous êtes journaliste à Paris-Normandie, et puis un jour, c'était quand, il y a 3 semaines, un Alors, mois c'était très clair, c'était le jeudi 12 mars, parce que c'était le jour de l'allocution d'Emmanuel Macron. Ouais. Et je présentais aucun symptôme avec mon compagnon, comme c'était un peu anxiogène, on a juste décidé de prendre notre température. Et effectivement, donc j'avais de la fièvre. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pris un Doliprane et je me suis dit, demain matin, ça ira mieux, ça arrive des poussées de fièvre. Or, le lendemain matin, j'avais toujours de la fièvre et ce, malgré le Doliprane. Donc j'ai immédiatement prévenu Paris-Normandie qui m'a demandé de rester chez moi, de prendre une journée de RTT, de rester chez moi pour voir comment ça allait évoluer. Je devais travailler le dimanche pour couvrir les élections municipales. Et le samedi, j'avais toujours, malgré le Doliprane, de la fièvre. Donc, j'ai décidé de joindre SOS Médecins. Donc, tout s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Où là, SOS Médecins, donc le médecin, a vu quelques difficultés. Il m'a dit, en fait, grosso modo, effectivement, vous avez un syndrome viral, lequel je ne sais pas. Je vous conseille d'aller faire le test au CHU. Je me suis rendue au CHU et là, ils étaient en train d'essayer de joindre déjà le SAMU en disant on ne teste plus les gens, c'est plus possible. Donc en fait, ils ont décelé des premières difficultés respiratoires que moi je sentais pas, j'étais un peu essoufflée mais que je sentais pas. Et on m'a renvoyée chez moi avec une grosse suspicion de Covid-19 mais sans être testée, donc avec un confinement et du Doliprane. Alors après, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Voilà, j'étais fatiguée, j'avais de la fièvre, elle tombait pas, comme une fièvre qui n'était pas élevée, mais qui est persistante. Et c'était le mardi midi, d'un seul coup, j'arrivais plus à respirer. C'est-à-dire que quand je respirais, j'avais l'impression que l'air ne descendait pas dans les poumons, et c'était très, très anxiogène, parce que en fait, on panique. Alors, il y a déjà ce qu'on entend autour, et quand ça nous arrive, quand on manque d'air, c'est assez... voilà, ça fait paniquer, tout simplement. Et du coup, j'ai appelé le SAMU qui m'a demandé d'aller tout de suite consulter mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'a en fait tout simplement prescrit ce qu'on prescrit un peu aux asthmatiques, un médicament pour ouvrir les bronches, ainsi qu'un anxiolytique assez léger parce que c'est très angoissant d'avoir des difficultés respiratoires, même si elles ne sont pas énormes. Le climat est anxiogène, quand on manque d'air, c'est toujours très impressionnant. Donc voilà comment j'ai été traitée. Et vous dites votre formulation, vous dites j'avais l'impression que l'air ne pouvait plus descendre. Hein, voilà, que je prenais une grande respiration, je sentais que ça bloquait, que l'air ne descendait pas dans mes poumons. Et je le souhaite à personne, c'est angoissant. Et donc après ça a été mieux, donc avec tout, voilà, je suis restée confinée 15 jours, puis il y a 2-3 jours j'étais plus essoufflée, ça allait mieux, voilà, puis cette grosse période où on ne fait rien, ce qui fait qu'on se repose quand même, et là aujourd'hui je vous reviens en pleine forme. En pleine forme. Oui. Ça fait plaisir. Ben oui, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui revient en pleine forme. Et puis surtout, après ce par quoi tu es passé, on préfère te voir comme ça. Merci. Voilà. Et la difficulté, vous le disiez, Dorothée, la difficulté, effectivement, vous n'avez pas été testé. Non. Donc, en fait, on ne peut pas exclure, en toute rigueur scientifique, que l'affection qui vous a touché ait pu être autre chose, oui. Finalement. Hein. Rien ne prouve que vous avez été touché par le Covid-19. Il y a une volonté aujourd'hui d'être très précautionneux avec les personnes qui ont des symptômes. J'ai eu le cas dans mon entourage d'une personne qui avait un enfant assez jeune qui avait des symptômes pouvant être liés au Covid-19. On sait que le Covid-19
touche moins, je ne vais pas dire pas, mais moins les personnes jeunes. Là, en l'occurrence, c'était une enfant qui avait 9-10 ans. Il a été conseillé de la confiner pendant 14 jours chez elle, voilà, alors qu'effectivement, les symptômes ont fini par diminuer au bout de 2-3 jours. Mais il y a eu quand même une grosse frayeur de la part des parents, puisque effectivement, on n'a pas le test, on ne peut pas mettre un nom sur la maladie par laquelle, par exemple, Dorothée est passée, mais qui n'est peut-être pas le Covid, qui est peut-être le Covid. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est toujours... On peut penser que la suspicion est forte, néanmoins. Oui. Puisque tous les symptômes que vous avez eus sont ceux décrits par les patients qui, eux, ont été testés positifs. Voilà, après, j'étais pas un cas grave et j'en suis heureuse. Et effectivement, il faut mieux que tous les besoins de santé soient orientés vers les personnes graves. D'ailleurs, la deuxième médecin, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir vu plein de médecins, m'avait prescrit des masques que j'ai refusés parce qu'à partir du moment où je suis confinée chez moi, je n'ai pas besoin de masques. Et que ces masques-là, il vaut mieux vraiment qu'ils aillent au personnel de santé. Vous dites également, et puis on va en terminer par là, que finalement votre compagnon, lui, n'a ressenti aucun symptôme durant toute cette période que vous avez traversée. Non, en plus, du coup, il a dû être confiné avec moi, le pauvre. Et... Je le plains. Oui, on le plaint. Donc, non, il n'a pas eu de symptômes. Dernière chose, Dorothée, qu'est-ce que vous conseilleriez à tous ceux qui nous regardent, à qui quelque chose de semblable peut arriver, puisque vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour mieux vivre la chose? D'avoir un compagnon qui vous aide autant que celui que j'ai eu. Ah bah c'est une belle déclaration. Hein, c'est une belle déclaration, mais tu vas pas le prêter à tout le monde quand même. Non, du coup je vais le garder. Elle va le garder pour elle. Bon, très bien. Merci beaucoup Dorothée, merci d'avoir accepté de témoigner comme ça de manière très simple, très simple, et de nous avoir communiqué votre vécu, parce que ça met beaucoup de concret effectivement sur quelquefois des cas qui restent peut-être un peu théoriques dans les médias nationaux. On a Delphine Le Teinturier pour finir cette émission du 31 mars. Delphine Le Teinturier, journaliste, responsable de la rédaction locale de Rouen. Bonjour Delphine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors on fait le tour des locales, Delphine. Voilà, on va un peu partout sur le territoire. Et puis là, on revient à Rouen aujourd'hui. Et donc, voilà, on laisse les journalistes des rédactions locales nous dire un peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, comment ça vibre par l'intermédiaire de leurs plumes. Bon, alors déjà, pas de symptômes chez moi. Bravo. J'entendais Dorothée, pas de symptômes chez moi, même si j'ai un mal de tête depuis ce matin, mais je pense que c'est d'être tout le temps derrière l'écran. Moi, ce que je peux dire sur Rouen, c'est que c'est étonnant de voir cette ville déserte. La rue du Gros Horloge déserte, la place de la Cathédrale déserte, on n'a plus de touristes. Il y a quelques passants, on voit les gens avec des caddies qui vont faire leurs courses, mais c'est vraiment très, très, très étrange. Je voyais tout à l'heure aussi par la fenêtre les gens à l'arrêt de bus juste en face de mon bureau qui attendaient. Ils étaient espacés de au moins 3 ou 4 mètres entre chaque. Il y avait peut-être 7-8 personnes et qui avaient vraiment respecté les règles de distanciation sociale, comme on dit. Voilà, moi ce qui me frappe c'est ça à Rouen, c'est cette espèce de ville fantôme, même si ça circule peut-être un tout petit peu plus, je trouve, cette semaine. Delphine, juste avant de passer la parole à Anthony, qui a une question pour vous, ou qui a envie d'échanger avec vous, j'informe Dorothée que sur les réseaux, on nous dit des petits cœurs et des merci à Dorothée pour son témoignage. Cela fait plaisir, ça donne de l'espoir. Mon compagnon aussi vient de m'envoyer des petits cœurs. Il était à l'écoute. Alors, Anthony, pour Delphine. J'avais une question. Donc, on parle effectivement beaucoup du centre-ville de Rouen qui est vraiment déserté. Est-ce qu'on a des échos sur les autres quartiers excentrés de la ville? Alors les autres quartiers, moi j'habite Rive-Gauche et c'est pareil, je passe tous les soirs le quartier Saint-Sever. J'ai jamais vu Saint-Sever aussi vide. Donc je pense que c'est partout comme ça. Moi pour ma part, je reviens des Hauts de Rouen et il n'y avait pas un chat dans les rues. Ouais, c'est ça. Donc le confinement est plutôt suivi. Plutôt bien respecté. Il y a 4 grands couronnes. Je me souviens, la semaine dernière, on a reçu un communiqué de presse du maire Patrice Dupré qui a dû prendre un arrêté le lundi 23 mars pour fermer ses parcs, ses aires de jeu et les stades sur son territoire parce qu'il constatait encore trop de regroupements et d'incivilité. On était au démarrage des mesures de confinement, mais il a dû prendre cette mesure, lui, sur son territoire communal.
Merci beaucoup, Delphine. Juste une petite chose, qu'est-ce qui vous manque le plus à Rouen en ce moment? Je sais que vous étiez remise assez sérieusement à la course à pied. Est-ce que ça fait partie des choses qui... Ouais, je me dis qu'il va falloir que je recommence tout depuis le début. Ça va être une horreur. Alors, je peux dire que j'essaie de marcher chez moi. J'ai 2 étages, donc j'essaie de monter les escaliers plusieurs fois par jour, même pour rien faire, juste regarder par la fenêtre. Mais je me dis que oui, moi je cours plus. Hein. J'ai décidé de pas courir, même autour de chez moi. Voilà, il faudra que je recommence. Ouais, ça me manque un peu, j'avoue. Eh ben, on s'y remettra. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir participé à Ligne Ouverte et puis de nous donner comme ça ces échos des territoires. Voilà, aujourd'hui on était à Rouen et demain nous poursuivrons notre petit tour parmi les territoires du 76 et du 27. À bientôt, Delphine. Merci, au revoir. Au revoir, Delphine. Et puis, on relance cet appel que je vous ai proposé en tout début d'émission aujourd'hui. Cet appel à participer à notre contenu, participer à ce programme de tous les jours. Voilà, vous pouvez contacter PNTV par mail à paris-normandie.fr ou bien au 0235 14 57 55 pour témoigner de tout simplement votre vie de confiné, pour témoigner de différentes expériences, partager, donner des idées, faire des suggestions, des bonnes pratiques, ou est-ce que sais-je encore. Voilà, n'hésitez pas, on vous prendra en direct dans cette émission. Dorothée, vous travaillez... non, j'ai Marc. Alors, vous voyez, je suis aux ordres de la régie. Voilà, on termine avec Marc Braun. Marc Braun, journaliste économique de Paris-Normandie. Bonjour Marc. L'homme dont on commente beaucoup la photo. Voilà, l'homme dont on trouve qu'il a un physique de cinéma. Alors, les internautes ont dit c'est Steve McQueen. Mais il y a plutôt des photos de plateau télé signées Sylvain Richand qui seraient plus convenables. Oui, mais vous savez qu'on aime bien vous taquiner un peu avec ça. Il y en a même qu'on dit c'est Georges Clooney. Alors, vous voyez, vous devez être fier. Que pense votre épouse de tous ces qualificatifs, Marc Braun? Braun, my name is Braun. Ah, voilà, en toute simplicité. Braun. Bonjour Marc. His name is Braun. Bon, très bien. Marc, on termine avec vous. On termine avec vous ce direct du 31 mars. Rapidement, je voulais relayer ce qui se passe dans les travaux publics avec un courrier qui a été envoyé par la FRTP, la Fédération Régionale des Travaux Publics, au gouvernement, qui fixe un petit peu les conditions d'une reprise de l'activité quand ce sera possible. Mais pour l'heure, ce que me dit notamment Mathieu Jacotot, qui est le secrétaire général de l'organisation patronale au niveau de la région, 90% des chantiers sont quand même à l'arrêt. Donc c'est un peu difficile. Il y a quand même quelques chantiers qui se maintiennent liés à des travaux de terrassement, de percement, mais il ne faut pas que ça génère trop de manutention. C'est de la mécanique, dont les gens sont relativement protégés, mais sinon, tout est arrêté. Donc on rentre de nouveau, c'est ce qu'il soulève, cette espèce de tension, cette distance avec le gouvernement entre Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, qui disent il ne faut pas arrêter, il faut continuer les chantiers, et eux qui disent les patrons, on protège nos collaborateurs sur les chantiers, c'est pas toujours facile d'organiser la présence dans un espace confiné de 2 personnes qui vont être à même de toucher un volant, de toucher des pots de solvant, etc. Qui a fait quoi, à quel moment, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc c'est un sujet dont on va reparler dans nos éditions de demain. Merci Marc. À venir aussi... à l'heure où tous les contrats, le vis-à-vis, les rencontres sont évidemment obsolètes, il y a une boîte de Caen qui rappelle qu'elle a des solutions de dématérialisation et qui propose de la signature électronique. C'est très intéressant. Voilà. Eh bien super, merci Marc, on vous retrouve régulièrement. Et puis je cherchais, quel était ce jeune acteur américain qui est mort? James Dean, merci Dorothée. Vous voyez, la télépathie fonctionne, hein. Malgré le Covid-19, ça marche. Alors oui, ben voilà, je me dis James Dean, hein, il y a quelque chose de ça. Hein. On n'a pas fini de commenter votre photo, Marc Braun. Hein. À bientôt. À bientôt, au revoir. Un internaute nous dit, pas un chat dans les rues, c'est bizarre parce que les chats ont le droit de sortir. Alors où sont les chats? Est-ce que ça serait comme à Venise où il y avait plein de chats et puis maintenant il n'y a plus un chat à Venise. Je parle de l'animal, hein, du véritable animal. Et puis quelqu'un nous dit, et c'est très sympa, alors je relais très volontiers, on nous dit bravo aux techniciens, à l'équipe technique qui fait ce programme. Et oui, parce qu'on ne les voit pas, comme d'habitude. Et bien là, il y a le cadreur plateau ici, il y a Martin Torrent, on le voit, mais comme j'ai pas de caméra, je ne peux pas vous le montrer. Et puis en régie, on a notre réalisateur Adrien Pulby, on a la script Claudia Penel, on a Marie Fleury Bourdeau. Ah ben le voilà, Martin Torrent, regardez, il est à l'image, fais un petit coucou.
Un petit coucou, voilà. Et puis on a Marie-Fleury Bourdeduy aussi, qui elle travaille de chez elle et qui est la gestionnaire de production, qui appelle les invités, qui programme, etc. Voilà. Merci à vous. Merci Dorothée d'être revenue. Merci. On va voir des sujets sur quoi là, dans les prochains jours que vous faites Dans les EHPAD, chez les vétérinaires. Vous êtes allé tourner en EHPAD ce matin. Je ne suis pas rentrée dans l'EHPAD pour des... Mais un sujet EHPAD. Mais un sujet EHPAD. Voilà. Avec Et des beaux témoignages d'infirmiers, de directeurs qui travaillent au quotidien avec ces personnes. Et c'est pas facile pour eux. Et également, on va faire un petit point avec les vétérinaires de la réserve sanitaire. Sujet vidéo, on verra les images. Et puis, Anthony, allez, on rentre dans les coulisses. Alors moi, je travaille sur les problèmes de confinement pour les personnes atteintes de troubles autistiques. Autistique, oui, oui. Tout à fait. Je travaille sur d'autres sujets que je vais pour l'instant garder sous le coude et puis je vous en parlerai quand ce sera un peu plus avancé. Eh bien, Sandrine nous dit bravo et Marie nous envoie des bisous. Alors, on est heureux et voilà. Et on vous retrouvera avec plaisir demain à midi, même horaire, même studio et puis même participants ici sur le plateau et avec vous tous. Au revoir, bonne journée. Et restez chez vous. Et restez chez vous. Ah, 2 heures, chérie, de visioconférence. Oh. Eh ben moi, du coup, je vais te divertir. Moi, j'ai passé 1 heure à regarder des tutos. Ce soir, je te fais de la magie. Oh là. Alors, t'es prêt? Alors, tu dis stop, hein? Stop. Alors, ça, c'est ta carte. Tu l'as vue? C'est bon? Alors, attention, schling. C'est ta carte. Et non. Alors, c'est peut-être... c'est pas grave. C'est peut-être celle-ci. Schling. C'est ta carte. Pas du tout. Bon, ben... c'est pas grave. C'est mon premier tuto. Alors, je vais te faire un autre tour. Ça va marcher, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je te fais un autre tour. Bouge pas, hein. Alors, regarde. Donc là, je vais te faire apparaître un œuf. Alors, t'es prêt? Donc, tu vois, là, il n'y a pas d'œuf, hein. Alors, attention. Abracadabra. Schling. Et il n'y a pas d'œuf. bon. Ah, il n'y a pas d'œuf. Bon, ben, j'ai regardé 1 heure de tuto pour rien, moi. Hé, stop. Toi, tu voulais me faire apparaître quelque chose. Moi, je vais te montrer comment on fait disparaître quelque chose. Ah. Eh ben là, on fait moins la maline, hein.